Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Goûter panafricain. J'espère que tout le monde va bien. C'est l'épisode numéro 13, consacré bien sûr au panafricanisme, à la communauté noire. Et aujourd'hui, on va faire une grande interview de notre invité du jour, Pascal Adjamango. Déjà, Pascal, comment tu vas? Et très bien, merci Thomas, merci tous les auditeurs et du côté panafricain. Et c'est avec plaisir que j'aimerais partager avec vous ma passion sur le thème du jour, celui des grands projets d'infrastructure, notamment des barrages du Grand Inga et de la Renaissance en Éthiopie. Grand Inga en RDC et de la Renaissance en Éthiopie. Ok, ça marche. Ensuite, en haut à droite, le président africain du monde. Comment tu vas, Thibaut Obou? Oui, je vais très bien. Merci Thomas, merci Pascal. Daniel. Yachetsu. Et je pense ce soir, nous allons échanger un peu avec Pascal sur ses grands travaux africains et l'intérêt que ces travaux-là soient vraiment africains dans leur conception et aussi dans leur déploiement. Ok, ça marche. En haut à gauche, on a Daniel. Comment tu vas, Daniel? Ça va, je vais bien. Oui, nous allons débattre justement d'un sujet très très important pour le développement de l'Afrique. Ok. Et donc j'espère que Pascal pourra nous apporter des éléments qui sauront nourrir notre débat soif de connaissances. Bien sûr. Là-dessus, parce qu'il faut parler un peu de tout et pas seulement que de musique et de... Voilà, de choses sérieuses un peu plus. Alors, comme a dit précédemment les deux intervenants, on va parler aujourd'hui des grands travaux en Afrique et ça va être Pascal, le spécialiste, qui va nous éclairer sur cette situation. Donc, ça va être notre podcast qui est divisé en plusieurs parties et vu que c'est Goûter panafricain qu'on aime manger la nourriture, donc ça va être l'entrée en matière. Je vais demander à Pascal de démarrer, de présenter. Déjà de te présenter un petit peu peut-être aux éditeurs qui ne te connaissent pas, et après démarrer sur les grands travaux en Afrique. Oui, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, mais j'aimerais intervenir ce soir d'abord avec ma casquette d'ingénieur de ponts et chaussées, voilà, et dont la vocation c'est les grands travaux. Et je me rappelle, pour bien situer l'intérêt de cette formation de l'École nationale des ponts et chaussées. Okay. Donc, je suis formé pour et non seulement des travaux d'infrastructure, mais surtout de grands barrages. Et donc, je disais que depuis les années 2008, je fais la promotion de la concrétisation de ce projet du barrage du Grand Iga en RDC. Okay. Et pour mobiliser, je dirais, les compétences et à la fois techniques et financières et du patronat français. Et j'avais demandé un rendez-vous avec le responsable du patronat français, et responsable du MEDEF Monde. Et au bout d'une heure de temps, quand il m'a écouté, il m'a fait la remarque qu'il a bien compris que j'ai été formé pour construire le barrage du Grand Inga. Donc, un industriel, un représentant du MEDEF qui m'a écouté, il a trouvé que la réalisation d'un tel grand ouvrage est conforme avec cette formation initiale. Parce qu'on est toujours un peu marqué par sa formation initiale. Donc c'est pour vous dire que c'est essentiellement en tant qu'ingénieur des ponts et chaussées et que j'aimerais parler de deux grands projets de barrages en Afrique. Ok. Il faut préciser qu'à la fois là, actuellement tu es en France, mais aussi tu travailles aussi donc en parallèle aussi en Afrique, etc. Tu as plusieurs projets. Oui. Okay. Je suis togolais et français. Bon, je suis des togolais et donc je suis en priorité togolais, bien que j'ai passé toute ma carrière professionnelle, enfin, toutes mes études supérieures et ma carrière en France. Mais je suis togolais avant d'être français. Ok, très bien. En plus, le Togo, on en a parlé dans un dernier podcast, donc c'est très bien. J'invite les auditeurs à regarder le podcast sur le Togo. C'est ça. Bon, et après ma formation initiale, je me
me suis beaucoup investi dans la recherche en mathématiques. J'enseigne les mathématiques à Sorbonne Université, mais pas que les mathématiques, j'enseigne aussi l'économie. Je suis officiellement professeur de mathématiques et d'économie à Sorbonne Université. Bon, donc, vous dites que je suis vraiment préoccupé par les aspects techniques, mais aussi économiques, hein, et de grands projets dont nous allons parler. Ok. Alors, oui. ça y est, on a terminé l'entrée. Là, on va passer au plat de résistance. Et le plat de résistance, je vais laisser la parole aux panélistes. Ils vont échanger avec toi, Pascal, sur les grands travaux en Afrique. Et voilà, ça va être plus une conversation libre ce soir. Donc, celui qui va démarrer, peut-être Thibaut, si tu voulais peut-être poser des questions, commencer à échanger. Et ensuite, Daniel, librement. Oui, d'accord. Et en tout cas, merci Pascal pour ta présence et merci aussi pour l'intérêt que tu apportes aux travaux en Afrique depuis 2008, notamment au niveau du barrage d'Inga. Je remercie aussi Daniel pour sa sagesse et sa réflexion. Pascal, là où j'aimerais qu'on échange un peu à l'entrée, c'est que tu as évoqué que par rapport au barrage d'Inga, tu as été voir le patronat français pour échanger avec eux, pour voir éventuellement le soutien qu'ils pourraient t'apporter. J'aimerais savoir, est-ce que tu as fait la même démarche au niveau du patronat du Congo, RDC, où se passe le barrage d'Inga? Est-ce que la même démarche a été faite? Bon, voilà. Ok. Bon, pour répondre de manière pertinente, je vais résumer un peu l'histoire du projet de barrage. Et déjà, dans les années 50, quand Cheikh Anta Diop a publié son livre « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire », pour moi, c'est le livre le plus important de Cheikh Anta Diop et en ce qui concerne, je dirais, l'économie africaine et surtout le panafricanisme. Pour moi, ce livre de Cheikh Anta Diop, c'est le fondement théorique du panafricanisme scientifique, et conçu. Et on sait que le panafricanisme a plusieurs volets, mais pour moi, ce livre c'est une base, quoi. Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral. Oui. Alors, on voit pas le bas. État fédéral. Ok. Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Ok, très bien. Et justement, les milieux panafricains et les activistes panafricains ne citent jamais ce livre. Référence. On cite Nkrumah, on cite l'ouvrage de Nkrumah et l'Afrique doit s'unir. Mais on cite rarement cet ouvrage de Cheikh Anta Diop. Et dans cet ouvrage, déjà, il avait répertorié tous les sites qui pourraient être où on pourrait construire de grands barrages. Il a parlé du Grand Inga. Et il a insisté, donc on est dans les années 50, sur l'exploitation du site du Grand Inga pour concevoir une production de société, non pas seulement pour le pays, le Congo, mais pour toute l'Afrique. Et bon, donc c'est un projet depuis les années 50 qui concerne toute l'Afrique, pas seulement le Congo. Excuse-moi de te couper, mais pourquoi faire ce grand barrage en fait? Pourquoi il est très important? Parce que, voilà. Pour les personnes qui ne connaissent pas. Thomas, excuse-moi juste un peu. Je pense qu'il faut qu'il réponde d'abord à ma question. Oui, voilà. Et puis après, on va aller sur ta question. Et étant donné, je dirais, la dimension panafricaine du projet, je sais que ce n'est pas seulement le Congo qui va en bénéficier. Bien sûr, en priorité, le Congo va en bénéficier parce que la proximité géographique favorise l'installation d'usines pour exploiter le barrage. Mais c'est vraiment toute l'Afrique qui peut être concernée. Donc, le financement, selon moi, ne doit pas seulement reposer sur le Congo démocratique. Donc, moi, j'estime que c'est tous les pays africains qui doivent apporter leur contribution. Et donc, mais par contre, comme c'est sur le territoire du RDC, moi, j'estime que je dirais que toutes les autorisations ne dépendent que des autorités de la Guinée et du RDC. Bon. Mais par contre, pour moi, le financement, ce n'est pas seulement une affaire du RDC. Donc, c'est pour cela que j'ai toujours pensé au départ mobiliser les ressources financières
j'ai déjà depuis les années 2009 je suis rentré en contact avec les autorités de RDC, hein, et ça c'était surtout pour avoir, je dirais, les accords politiques indispensables. Alors que financièrement, moi j'ai toujours pensé que ça ne devait pas peser uniquement sur le gouvernement congolais, mais qu'on devait se débrouiller sur le plan même mondial et pour mobiliser le financement et puis aussi pour trouver les compétences technologiques. Pour moi, faire appel à des compétences technologiques extérieures à l'Afrique, ce n'est pas du tout compatible avec, je dirais, la fierté africaine. Et je prends l'exemple des plus grandes compagnies technologiques du monde, comme Boeing. Hein. Ils font ce qu'on appelle de l'intégration de solutions technologiques. Par exemple, Boeing ne fabrique pas les moteurs de ces avions. Ne fabrique pas les... En fait, Boeing fait une intégration de technologies variées. Donc, moi, j'ai toujours conçu la réalisation du barrage comme devant revenir à une société africaine, mais qui va faire de l'intégration technologique comme les plus grandes sociétés technologiques du monde fait l'intégration technologique. Donc, on ne peut pas reprocher à une société africaine qui sera le maître d'œuvre d'une telle, qui devrait être maître d'œuvre, de faire appel à des solutions technologiques. Hein. Et donc, c'est à la fois pour ces solutions technologiques et puis pour le financement que moi, je suis entré en contact avec le MEDEF, sachant que le MEDEF peut favoriser aussi certaines solutions à la fois politiques et financières sur le plan mondial. Hein. Et, oui. Donc, c'est dans cet esprit que j'ai sollicité le MEDEF. Et, oui. Ok. D'accord. Pascal, j'ai compris un peu l'esprit qui t'a animé vers le MEDEF, mais le livre que tu viens de citer de chez Anta Diop, il disait qu'il faut mettre au défi, à la fois nos politiques, hein, parce que tout grand travaux a pour on va dire, l'émetteur principal, les politiques. Et deuxièmement, derrière, en termes de technologie et tout ça, il faut mettre aussi au défi nos ingénieurs, nos techniciens, et en fait, tous ceux qui peuvent montrer qu'il y a un intérêt de faire quelque chose de bien. Mais là, ce n'est pas une question de fierté, c'est juste une question de conception de base et de l'esprit qui anime les grands travaux. Je vais prendre juste un exemple. Dans le cas, par exemple, du métro d'Abidjan, et puis même aussi dans le cas du Togo, par exemple, l'aéroport du Togo a été financé par la Chine. Ça a été financé par la Chine. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, le futur métro, a été financé totalement par la France. Et après, on a mis en place un système de consortium, c'est-à-dire qu'on a Bouygues, on a Alcatel, on a Alstom, et puis on a aussi la SNCF qui viennent en concurrence pour construire. Mais dans tout ça, on n'a pas un élément national. C'est que tant qu'on n'aura pas un élément national, on ne pourra pas avoir des barrages viables en termes financiers, en termes techniques, et aussi en termes de, on va dire, quand il faudra revoir ces barrages, quand il y aura des difficultés, on fera toujours appel à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je dis que si on suit les travaux de Cheikh Anta Diop, c'est plutôt de commencer à la base. Il faut juste finir, par exemple, j'ai écrit celui-là, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez, bâtir la Côte d'Ivoire. Et dans les solutions que j'annonce, il faut qu'on mette au défi nos financiers, nos politiques, nos ingénieurs, pour qu'ils nous prouvent la qualité qu'ils avaient, parce que dans le passé, tous les grands travaux qui sont encore aujourd'hui d'actualité, c'est-à-dire tous les grandes pyramides que nous observons, ont été faits, financés et construits par nous-mêmes. Et donc, on a ces moyens techniques, comme par exemple, je viens de le dire, l'ingénieur de TP, t'es bien placé pour avancer ça. Donc, c'est un peu pour... nous sommes entièrement sur la même longueur d'onde. Et c'est pour cela que c'est ce que je mets en avant auprès de mes interlocuteurs non africains. Pour dire que la construction de barrages, ce serait un scandale que la construction de barrages et que la conception, le pilotage
soit confié à une société nord-africaine. Et actuellement, à l'heure où je parle, il y a un industriel australien qui a fait toute sa fortune dans les mines et qui fait un forcing pour avoir la maîtrise, pour obtenir la maîtrise d'œuvre de la réalisation du grand barrage. Et avec sa puissance financière, il a pu, je dirais, attirer à lui des responsables du gouvernement actuel et du RDC pour pouvoir confier la réalisation. Mais je dirais que ce serait un grand scandale si la réalisation de ce barrage est confiée à un industriel australien. Nous sommes au XXIe siècle. Comment confier c'est comme si, comme disait Thibault, la construction des pyramides avait été confiée à des Asiatiques. Mais non, c'est les Africains qui ont réalisé les pyramides. Donc, c'est un scandale. Il faut faire comprendre aux responsables politiques africains qu'au XXIe siècle, il n'est pas concevable, c'est politiquement incorrect de vouloir confier la réalisation d'un projet emblématique à des industriels ou bien des sociétés autres qu'africaines. L'Afrique aujourd'hui a toutes les compétences technologiques. Et donc, moi, avec mes interlocuteurs, je me bats pour dire que la maîtrise doit être confiée à une société d'origine africaine, conçue par des Africains. Et que cela n'exclut pas de faire appel à des compétences technologiques autres. L'exemple plus frappant, c'est la Chine. Et dans tous les domaines. Par exemple, il y a 30 ans, la Chine a signé un contrat avec SNCF pour la construction de TGV. Mais la Chine imposait un transfert de technologie. Mais au bout de 10 ans, la Chine a maîtrisé la technologie de TGV. Et aujourd'hui, la Chine exporte les TGV et dépasse même la France sur le marché des TGV, notamment en Afrique. C'est pareil dans le domaine des centrales nucléaires. Bon, la France a une réputation, une expertise exceptionnelle, presque du même niveau que les États-Unis en matière d'industrie nucléaire. Donc, la Chine a fait appel il y a 30 ans à la France pour construire les centrales nucléaires. Mais aujourd'hui, la Chine a maîtrisé, non seulement il y a eu transfert, il y a eu une maîtrise de technologie dans le domaine ferroviaire, dans le domaine des centrales nucléaires. Et par exemple, la France et la Chine ensemble se sont engagés à construire un équivalent de EPR au Royaume-Uni. Bon, donc moi, c'est le modèle de transfert technologique qu'il y a eu entre l'Europe et la Chine, et qui a permis à la Chine de maîtriser toutes les technologies et après de collaborer éventuellement avec les anciennes puissances technologiques, de collaborer sur le plan mondial. Et donc, cette conception idéale de la réalisation et du grand barrage, pour moi, ça doit être confié, piloté par des Africains qui, nécessairement, vont faire appel à des technologies extérieures à l'Afrique, mais avec comme cahier de charge un transfert de technologie effectif pour et une formation pour que, au terme de 10 ans peut-être, et comme l'a fait la Chine, eh bien, les techniciens, les ingénieurs africains puissent suffisamment maîtriser ces technologies et puissent innover dans cette technologie comme l'a fait la Chine. La Chine, en moins de 30 ans, la Chine a réalisé cela, a réalisé le transfert de technologie, la maîtrise des technologies et maintenant, je dirais, l'exportation des nouvelles technologies sur le plan mondial. Donc, comme le modèle de la Chine a bien fonctionné, les Africains sont, en tout cas, ils ont raison de revendiquer un tel modèle pour la réalisation du grand Inga. Et que confier la réalisation à un industriel australien, ce serait un grand scandale. Et les panafricanistes doivent dénoncer une telle opération qui est en cours. Mais je dirais que ce n'est pas un manque de vision panafricaine, de vision technologique panafricaine que peut-être les autorités de RDC sont actuellement en train de considérer avec bienveillance et de confier la réalisation du barrage du Grand Inga à cet industriel australien. Oui, oui. Donc je voulais savoir par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que par rapport
est-ce qu'il y a une évaluation des besoins au niveau du développement des pays, des principaux pays africains? Est-ce qu'il y a un plan qui est décidé au niveau des différents, donc on va dire des têtes de pont des pays africains, donc Nigeria, Côte d'Ivoire et autres? Est-ce qu'il y a un plan qui est élaboré en rapport avec le développement futur de ces pays-là? Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un financement qui est prévu par rapport à ça pour qu'il y ait un développement, puisque ce sont des pays en soi-disant en développement? Est-ce qu'il y a une évaluation de ces pays-là, ou alors est-ce qu'il y a une évaluation externe à ces pays qui va permettre aux pays externes à ces pays-là, aux pays étrangers, d'investir par rapport justement à leurs propres besoins des pays étrangers, mais qui ne vont pas dans le sens des pays africains. Parce que c'est ce qu'on constate. Et on constate que souvent les pays étrangers, comme tu as parlé de l'Australien, ou comme on parle de Bolloré par exemple, Bolloré propose de développer une ligne de chemin de fer, mais est-ce que cette ligne de chemin de fer va servir Bolloré ou va servir les pays concernés? Oui, c'est ça. Bon, voilà, pour répondre à ta question, il y a eu beaucoup de textes de recommandation et bon, vous voyez, vous avez entendu parler du NEPAD, qui est une sorte de, je dirais, de branche technique de l'Union africaine et qui a fait depuis les années le NEPAD, je crois que ça a été lancé dans les années 80 et donc avec des projets ambitieux dans le domaine justement des structures autoroutières qui a prévu la construction d'autoroutes qui relient les plusieurs régions d'Afrique. Mais jusqu'à maintenant, le NEPAD, même au bout de 30 ans, n'a rien réalisé de ces projets. Et bon, le NEPAD avait aussi soutenu la réalisation du barrage du Grand Inga, mais ce n'est pas traduit en actes. Bon. Et maintenant, l'Union africaine a produit un projet pour 2063. Et pour ça, il avait mis en place un panel de haut niveau pour la science, la technologie et l'innovation, dont j'ai fait partie d'ailleurs. Et entre 2012 et 2013, le panel s'est réuni plusieurs fois au Caire, à Pretoria, qui est le siège du NEPAD, parce que c'était piloté par le NEPAD. Et au bout du temps, donc l'Union africaine a proposé, je crois, le titre du rapport, je crois que c'est Afrique Vision 2063. Afrique 2063. Bon, avec des recommandations en matière de structure. Mais je dirais que ce sont des vœux pieux. Hein, et que ce soit les recommandations du NEPAD ou bien les recommandations de ce rapport. Et apparemment, les pays africains, ils ne cherchent même pas à mettre en œuvre ces recommandations de ces organismes et panafricains. Et si on prend par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, bon, le gouvernement de la Côte d'Ivoire ne tient pas compte de ces recommandations panafricaines, il tient plutôt compte de ses relations personnelles avec les hommes d'affaires français. Tout ce qui se fait comme investissement en Côte d'Ivoire, c'est au profit de certains groupes industriels français. Et bon, Bolloré a fait toute la richesse dans plusieurs pays d'Afrique, mais toute la richesse est exportée. Et toute la richesse est créée par Bolloré ne contribue en rien au PIB, disons, à la croissance des pays concernés.
Et même si la Côte d'Ivoire a un PIB relativement honorable par rapport aux pays africains, mais en fait, toute la richesse créée est exportée. Donc ne profite en rien du tout. Donc normalement, et ce qui devait être significatif, ce qui on doit prendre en compte, c'est non pas le PIB, produit intérieur brut, mais le produit national brut, la création de richesses par les acteurs nationaux et au profit des nationaux. Et donc, c'est pour dire qu'un pays comme le gouvernement d'un pays comme la Côte d'Ivoire réalise des investissements comme celui du métro actuel, mais ça ne contribue en rien ni au développement économique du pays, ni à la formation technologique des cadres africains, parce que c'est tous des cadres expatriés qui viennent réaliser, et il n'y a aucune formation pour l'entretien, et dès qu'il y a un petit problème, on doit faire venir des techniciens européens. Donc, c'est du gâchis sur le plan technologique. Même s'il y a des réalisations technologiques, bon, on voit que depuis l'arrivée du président actuel, bon, il a réalisé, il a continué la réalisation d'autoroutes, des échangeurs, etc. Mais tout cela ne profite en rien du tout, ni au pays, ni sur le plan économique, ni surtout sur le plan de la formation technologique. Et malheureusement, les Chinois font la même chose. Par exemple, quand les Chinois construisent l'aéroport de Lomé, et ils ont juste utilisé quelques manœuvres togolais, mais les ingénieurs, tout cela, c'est des Chinois. Et les Chinois font même venir des travailleurs chinois pour les chantiers qu'ils ont en Afrique. Donc, c'est pour dire que ce soit les Européens ou bien les Chinois, quand ils réalisent des travaux en Afrique, il n'y a aucune retombée ni sur le plan de la formation des cadres africains, et souvent il n'y a pas non plus de retombée sur le plan économique. Oui. Donc il faut absolument rompre avec cette pratique, et ce sont les panafricanistes qui doivent attirer l'attention des décideurs politiques. Je ne sais pas, dans ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si suffisamment d'intellectuels ivoiriens ont, disons, parlé pour dire que tout ce qui se fait comme investissement, même si c'est réel, mais ça n'apporte rien, ni en termes de formation des cadres, ni en termes de retombées économiques. Il y a juste quelques je dirais, travailleurs, mais de la qualification de manœuvre qui contribuent à ces travaux, mais tout ce qui est technicien, ingénieur, c'est le personnel importé. Et rien n'est normal les contrats comme les Chinois l'ont fait. Les Chinois ont imposé un transfert de technologie et une formation. Mais aucun pays africain ne prend ces précautions. On a peut-être, Pascal, on a peut-être un exemple par rapport à ce que tu dis, avant de revenir à la Côte d'Ivoire. On a l'Éthiopie. Par exemple, qui a mis, on va dire, qui a mis au défi à la fois ses ingénieurs et ses hommes d'affaires pour construire le barrage de la Renaissance en Éthiopie. C'est tout nouveau aujourd'hui, un peu des litiges là sur la guerre qu'il y a aujourd'hui. Oui, la guerre. Et puis l'Égypte. Donc on a cet exemple-là de l'Éthiopie qui montre que à la fois on peut financer pratiquement à 90% nos propres travaux, faire appel à nos ingénieurs, et puis derrière un pouvoir politique qui vraiment soutient malgré on va dire la vérité on va dire de guerre des pays voisins. Maintenant, pour le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, jusqu'en 2010, il y a ce qu'on appelle le Bureau national, le BNED, le Bureau d'études nationales, qui mettait à disposition des travaux, des ingénieurs locaux, et qui allaient aussi dans la sous-région pour pouvoir travailler. Mais depuis qu'il y a eu cette guerre et cette crise, effectivement, ce bureau a pratiquement disparu. Tous les ingénieurs sont partis un peu partout en Europe et dans la sous-région, ce qui fait que cette matière intellectuelle et matière grise, elle n'est plus fortement disponible. Et même si elle était disponible, elle n'est plus forcément sollicitée. Ce qui manque, c'est la partie homme
hommes d'affaires. C'est-à-dire qu'on ne sollicite pas souvent les entrepreneurs, les hommes d'affaires ivoiriens et africains pour qu'ils participent financièrement aux grands travaux. Parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Aux grands travaux. Et puis même, indépendamment de ça, on peut avoir aussi un système d'ingénierie d'invention. C'est-à-dire que tous les pays qui sont concernés par les grands travaux peuvent aussi mettre la main à la pâte, faire un système de consortium d'État pour qu'ils puissent participer de façon financière et même aussi à la disposition des grands travaux leurs ingénieurs pour qu'on puisse y arriver facilement. C'est quelque chose qui peut se faire. Mais malheureusement, la décision politique faisant défaut, pour une raison simple, on sait que les pays africains en ce moment sont sous occupation, donc elles n'ont pas réellement de coup de franche pour pouvoir décider. Et elles sont encore liées aussi on va dire aux conventions qu'ils ont passées avec les pays comme la France et l'Angleterre pour que tous les travaux, en fait, reviennent aux pays français ou aux pays, on va dire, anglais, en ce qui concerne la conception, qui sont le financement. Et au final, comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas réellement de retombées, il n'y a pas réellement de formation et d'impact réel sur la vie des gens. Sur la vie des gens. Et en ce moment, en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne par exemple les travaux, tous les travaux sont confiés pratiquement soit à Eiffage, soit qu'on appelle ça, aux entreprises françaises, installées, par exemple, des routes, et on met des péages. Par exemple, il y a des péages même en plein Abidjan, par exemple. En plein Abidjan. Donc, pour rigoler souvent, les gens disent, mais écoute, on va vous mettre au péage. Hein. C'est-à-dire que bon, si vous allez trop loin, on va vous faire payer la traversée d'Abidjan. C'est qu'il y a un non-sens, en fait. C'est qu'il y a un non-sens de mettre un péage en plein Abidjan avec une concession de 100 ans. C'est-à-dire que on a comme l'impression que la réflexion a fui les dirigeants. Parce qu'on peut dire, ouais, c'est vrai, ils ont les mains liées, mais quand même, il y a quand même, on peut faire un minimum de bon sens pour dire, bon, écoutez, vous avez, comme en France, hein, les constructions autoroutières, elles ont des dates bien précises et après, bon, par des systèmes de négociation, un peu de magouille ou administrative, on arrive à prolonger ces concessions. On peut arriver à ce truc-là, mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, comme tu disais, on n'en est pas encore là, malheureusement. Oui, moi je pense que c'est pourquoi j'ai dit que les intellectuels et ivoiriens ont une responsabilité dans la situation actuelle. C'est qu'il faut une critique positive. Et par exemple, citer l'exemple de la Chine. La Chine a fait venir des entreprises françaises et des ingénieurs français, mais la Chine a imposé dans les contrats transfert technologique et formation. C'est ce qui manque. Hein. Donc, il faudrait que les intellectuels ivoiriens ils parlent suffisamment fort pour que les décideurs politiques suivent l'exemple de la Chine. Et même en faisant venir des entreprises françaises, des ingénieurs français, parce que les Chinois, ils ont fait venir non seulement des entreprises françaises, mais des ingénieurs français. Mais en imposant le transfert, ce qui manque à nos gouvernants, c'est cette conscience politique qui leur fait imposer un transfert de technologie, formation et des cadres pour non seulement l'entretien et des ouvrages une fois qu'ils seront terminés, mais pour l'innovation. Les Chinois, ils ont réalisé tout ça. Donc c'est aux intellectuels d'insister, Pascal, de parler. Pascal, pour te rendre de façon concrète, c'est-à-dire que j'ai écrit depuis 2010 dans tous mes ouvrages cette possibilité pour que l'État intervienne et que l'État crée les conditions pour permettre à la fois aux ingénieurs et aux chefs d'entreprise pour pouvoir réaliser des travaux. Il y a aussi d'autres intellectuels comme Nicolas Agboum qui n'arrêtent pas d'en parler tout le temps. Et dans toutes nos interventions, que ce soit les interventions vidéo ou les interventions écrites, nous n'arrêtons pas de l'écrire et de le faire au-delà de la Côte d'Ivoire, d'en parler aussi pour les pays voisins, pour dire que si on veut réellement avoir des pays stables, on ne peut pas confier des constructions hautement stratégiques qu'à l'étranger. Je donne un exemple. Le siège de l'Union africaine a été construit par la Chine. Et on s'est rendu compte que tout pratiquement était truffé de micros,
que les Chinois ont laissé sur place pour, pour pouvoir savoir tout ce qui se passe de l'autre côté. En Côte d'Ivoire, vous avez à Yamoussoukro, on a voulu faire une décentralisation pour permettre à l'administration et aux parlementaires d'avoir un espace très intéressant pour à la fois en termes de local et aussi en termes d'aisance technique pour pouvoir travailler. Mais tout a été fait par la Chine. Donc, quelle est la place qu'on laisse aux locaux pour pouvoir concrètement s'intéresser à ces travaux et avoir la notion de quelque chose qui nous appartient. Je vais prendre un exemple un peu ancien de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on ne confiait jamais des grands travaux importants à l'étranger. Jamais. Parce que ça faisait partie de la souveraineté nationale. Je pense qu'on l'a un peu oublié quand même dans les travaux. Et un petit exemple un peu rigolo, vous savez que quand il y a eu la guerre de 2010 en Côte d'Ivoire, la résidence du président était reliée à la résidence de l'ambassadeur de France. Donc il y avait un tunnel. Mais l'ambassadeur de France savait pertinemment qu'il y avait un tunnel. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils n'arrivaient plus à voir le président Gbagbo, ils sont passés par l'ambassadeur de France, le tunnel de l'ambassade de France, ils l'ont explosé pour aller chercher le président Gbagbo de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que les travaux qui sont très importants pour un pays ne peuvent pas être confiés à l'extérieur. Parce que vous, en termes de sécurité, vous vous mettez à nu. Donc voilà, on a un exemple concret en 2010 qui nous prouve qu'en termes de sécurité, on a intérêt à le faire nous-mêmes. En termes financièrement, on a intérêt à faire nous-mêmes pour qu'il y ait non seulement des retombées en termes d'emploi, mais aussi de l'expertise et de l'expérience de nos ingénieurs. Oui, c'est surtout cela, l'expertise et la formation des cadres africains dans divers domaines technologiques. Nous avons parlé de l'énergie, la construction centrale électrique, centrale hydroélectrique, mais on sait que rien que dans le domaine de l'énergie, il y a les centrales photovoltaïques, il y a les centrales éoliennes, il y a les centrales nucléaires. C'est qu'il y a une variété de technologies de l'énergie. Et la Chine actuellement maîtrise toutes ces technologies. Donc l'Afrique doit lancer des initiatives entrepreneuriales pour que, comme la Chine l'a fait au bout de quelques décennies, donc les cadres africains puissent maîtriser toutes les technologies de l'énergie, depuis le nucléaire jusqu'au solaire. Et voilà, pour moi, c'est l'objectif, je dirais, le plus important du pilotage du barrage et la construction du Grand Inga. Parce qu'au-delà même de la réalisation du barrage, si la réalisation peut être l'occasion de former des cadres africains et pour pouvoir non seulement entretenir, mais pour innover plus tard, je dirais que cette retombée au niveau de la formation des cadres africains est plus important pour l'Afrique que le barrage lui-même. Voilà. Et ça n'existe pas, et ça n'a été réalisé dans aucun pays africain, sauf l'exemple de l'Éthiopie qui se bat pour réaliser ce barrage avec des compétences éthiopiennes. Mais l'Éthiopie a bénéficié du financement extérieur également pour ce projet. Mais la question du financement, c'est différent de la question de la maîtrise, de la formation des cadres africains. Et ça, l'Éthiopie l'a réalisé. Ok, juste une petite question un peu plus générale. Juste parce que je vous écoutais et je me faisais la réflexion, mais c'est dans quel pays noir panafricain où les grands travaux ont été faits par des noirs? J'ai l'impression que ça a toujours été fait par l'extérieur. Est-ce que tu as des exemples de pays africains qui ont été totalement bâtis par les locaux, en fait? Un peu comme a dit Thibaut, qui a évité les personnes extérieures et qui s'est concentré que sur lui-même. Est-ce que tu as un exemple de pays comme ça? Non, dans l'Afrique moderne, il n'y a pas d'exemple. Oh là là, c'est désastreux quand même. Mais dans l'Afrique, aucun exemple. Bon, Pascal, on a quand même l'exemple de l'Éthiopie, Pascal. Disons que, en fait, même Wikipédia, l'article Wikipédia sur le barrage de Renaissance explique que au début, le contrat a été confié à une entreprise d'origine italienne. Et bon, disons, il y a, au niveau technologique, au niveau financier,
d'apports étrangers. Mais par contre, je crois que l'Éthiopie a su impliquer des ingénieurs éthiopiens. Et donc, l'information sur les grands travaux, c'est presque public. Mais donc, on peut vérifier qu'il y a eu non seulement contribution technologique extérieure, mais un financement extérieur. Mais par contre, il y a eu une volonté politique extraordinaire de la part des autorités politiques éthiopiennes et qui a permis déjà, vous voyez, le 20 février dernier, la première des 13 tribus, non, des 13 turbines prévues pour le barrage a été mise en fonction. Et donc, le gouvernement se bat malgré la guerre qui a été lancée pour justement arrêter le projet. Eh bien, il y a à peine un mois, eh bien, le gouvernement a lancé le fonctionnement de la première des 13 tribus. Donc, il faut vraiment féliciter le gouvernement pour sa volonté politique mise au service de la réalisation d'un projet technologique. Et voilà, sur le plan technologique, le barrage est prévu pour avoir une capacité de 5 mégawatts. Parce que je t'avais posé une question au début, mais je voulais savoir, donc, alors ce barrage, pour quoi il est important? Qu'est-ce qu'il va réaliser, ce barrage? Oui, voilà. Et disons que il y a un mois, c'est mis en service, mais c'est quand les 13 turbines seront en fonction que le barrage va atteindre sa capacité de 5 mégawatts. Et là, ce sera le plus grand barrage hydroélectrique actuel en Afrique. En comparaison, le barrage prévu au Grand Inga, c'est 40 mégawatts. Donc, ce serait beaucoup plus important. Et si l'Afrique réunie, en tout cas, qui unit ses efforts, arrive à réaliser le barrage du Grand Inga, ce sera le plus grand barrage hydroélectrique du monde. Donc, l'Afrique va détenir, je dirais, un record mondial dans le domaine technologique. Donc, l'enjeu du barrage du Grand Inga, c'est important du point de vue technologique. L'Afrique va devenir la vitrine mondiale de la technologie hydroélectrique si on arrive à réaliser. Bon, actuellement, le plus grand barrage hydroélectrique du monde, c'est chinois. Ça s'appelle le barrage des Trois Gorges, a une capacité à peu près de 20 mégawatts. Donc, si on arrive à réaliser, donc on va doubler la capacité du barrage chinois, et donc l'Afrique va détenir un record sur le plan technologique. Donc, l'enjeu est multiple pour la réalisation du barrage du Grand Inga. Et non seulement la formation des cadres africains, pour que dans 10 ans après la construction, l'Afrique puisse innover comme le fait la Chine. Et en plus de cet intérêt de la formation des cadres, moi, l'intérêt que je vois dans la réalisation du barrage du Grand Inga, c'est que l'Afrique va devenir une vitrine technologique sur le plan mondial et en matière d'hydroélectricité. Juste c'est une question un peu simple, mais qu'est-ce que va servir l'hydroélectricité en fait? Ça va apporter l'électricité c'est une question plus pertinente que tu me le penses. Okay. Et ce sera, si on arrive à réaliser le Grand Inga, ce sera la production d'électricité le plus moins cher de l'histoire de l'humanité. Ok. Donc ça donnera l'électricité partout dans la zone et à faible coût. Jamais dans l'histoire de l'humanité et la production du kilowattheure n'aura un coût aussi bas. Donc, ça a un vrai avantage économique. Mais, bien sûr, voilà. En fait, ça a plusieurs avantages. L'autre avantage, c'est que, comme c'est prévu depuis Cheikh Anta Diop pour desservir toute l'Afrique, pas seulement le Congo, et les lignes de transmission, ce sera la matérialisation de l'intégration économique africaine. Jusqu'à maintenant, depuis que l'OU a été créée, il n'y a jamais eu une matérialisation de l'unité africaine. Ça n'a jamais existé. Donc, la réalisation du barrage, à travers son réseau de transmission, va concrétiser donc l'intégration économique africaine. Et ça permettrait, par exemple, je dirais, d'électrifier gratuitement même les villages. Le Ghana a un barrage à construire, lancé par Nkrumah, inauguré par Nkrumah un mois avant qu'il prenne le pouvoir. Mais le barrage est suffisant pour électrifier tous les villages du Ghana. C'est
ce barrage d'Akosombo a une capacité de 1 MW. Et alors que celui en construction en Éthiopie, j'ai dit 5, et celui qui est prévu en RDC, c'est 40. Hein. Et donc, ça permettra d'électrifier tous les villages, hein, non seulement d'électrifier. Voilà, quand on parle d'électricité en Afrique, les gens citent souvent l'éclairage des villages. Mais c'est faire diversion. L'enjeu de l'électrification, c'est la production industrielle. Hein. Parce que, avec par exemple l'électricité photovoltaïque, c'est difficile de pouvoir faire tourner des usines. Il faut de très, très, très grandes surfaces pour pouvoir faire tourner des usines. Et alors qu'avec le barrage là, eh bien l'Afrique pourra décoller sur le plan industriel. Mais effectivement, il paraît que toutes les grandes puissances, ils font tout pour empêcher l'industrialisation de l'Afrique. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas parce que les grandes puissances veulent empêcher l'industrialisation de l'Afrique que l'Afrique ne va se battre pour son industrialisation. Dans un match de foot, mais chaque équipe essaie d'empêcher l'autre équipe de marquer, mais ça n'a jamais découragé les gens de marquer. Donc, que les Européens veulent empêcher, boycotter l'industrialisation de l'Afrique, moi je dirais qu'on s'en fout. Hein. Il faut être comme il faut une volonté de gagner, même s'ils veulent l'empêcher, eh bien, comme le fait l'Éthiopie, la volonté politique peut aller au-delà de tous ces obstacles qui sont mis. Hein. Donc, l'enjeu pour moi, un des enjeux les plus importants de la réalisation du barrage du Grand Inga, c'est le lancement donner assez de matière pour l'industrialisation de l'Afrique. En tout cas, sans une production d'énergie suffisante, jamais l'Afrique ne pourra décoller sur le plan industriel. Ouais. Oui, oui. Oui, je voulais dire, c'est-à-dire, oui, c'est une bonne chose qu'il y ait un barrage qui produise de l'électricité, mais est-ce que cela va de pair avec un développement industriel? C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait déjà les industries, on va dire embryonnaires, qui existent, qui puissent être développées et qui puissent accéder à une certaine technologie. Et donc, à partir de là, on va disposer de toute cette énergie pour pouvoir. Donc, il faut un développement intégrationniste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais c'est-à-dire, il ne suffit pas, puisque il y avait déjà eu un barrage dans tout. Et oui, je vous dis, voilà. Et on a bien vu que durant le règne de Mobutu, même après, il n'y a pas eu d'entretien ou exactement, c'est vrai. Il n'y a pas eu d'entretien et que cela a périclité. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas soit faire les choses en même temps, ou soit faire les choses par étapes, mais prévoir, parce que quand tu parles d'électrifier les villages et tout ça, ça demande beaucoup d'investissement, tirer des lignes et tout ça. Donc et je voulais aussi dire tout à l'heure qu'on parle de développement endogène, c'est-à-dire de produire d'avoir des capacités intellectuelles, de mettre en œuvre ces programmes de développement, ces grands travaux et autres. Il ne faut pas oublier que si cela ne se fait pas ou ne s'est jamais fait, c'est parce qu'on ne maîtrise pas le financement. Donc c'est le financement qui détermine que vous alliez décider qui fait quoi chez vous. Donc si le financement vient de l'extérieur, prenons par exemple le métro d'Abidjan, hein, il est financé à 100% par l'aide publique française. Donc je crois que c'est 1,3 milliard de francs, d'euros. Donc comment voulez-vous avoir quelle prétention à vouloir décider
d'inclure des entreprises ivoiriennes si déjà on a exclu les Coréens qui étaient initialement qui avaient été choisis pour cet ouvrage-là. Donc voilà, tout le problème est là. Daniel, c'est vrai que ce que tu dis n'est pas mal, mais il y a deux choses. L'électrification des villages, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Je suis d'accord avec Pascal. L'électrification du village, ça peut se faire à un coût moindre, même avec avec la départementalisation, on peut confier à chaque région ou à chaque département de s'occuper de l'électrification du village. Ça, c'est pas le vrai coût. Par contre, là où Pascal a raison, c'est au niveau industriel et aussi au niveau, on va dire, de la vie des personnes. Prends un exemple. Vous savez qu'il y a beaucoup de délestage en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des moments de la journée où les gens n'ont pas d'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a un coût humain énorme. Déjà, au niveau des hôpitaux, tout s'arrête. Et donc, comme il n'y a pas de reprise en main par une génération, un régénérateur, c'est-à-dire qu'un autre moyen de mettre en marche l'électricité, c'est-à-dire que quand il y a coupure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui périssent dans les hôpitaux. Deuxièmement, quand il y a ces coupures, il y a au niveau des maintenant ceux qui ont des entreprises, des supermarchés ou des entreprises industrielles, il y a aussi un grand coût immense parce qu'on a l'arrêt de la production. La production s'arrête puisqu'ils n'ont pas on va dire des machines pour relayer le manque d'électricité. Et puis un autre coût politique, c'est que l'État s'arrête. L'État s'arrête tout le temps. C'est vraiment, c'est un coût immense. C'est un coût immense. D'où cette histoire de barrage. C'est-à-dire qu'avec ce barrage, comme vient de le dire Pascal, le moindre coût de ce barrage va permettre à ces pays d'avoir une aération à la fois financière, de faire face à leurs industries, de faire face à leurs hôpitaux et à leur population. Et ceci va vraiment permettre une vie réelle. On prend un seul exemple. Vous prenez une ville comme Paris ou la région parisienne, quand vous avez une coupure d'électricité dans une commune, vous imaginez le chaos que cela entraîne, alors qu'on a quand même la reprise en main par d'autres générateurs, mais n'empêche que tout s'arrête tout de suite. Bon, imaginez dans un État. C'est pratiquement impensable, mais c'est ce que vivent pratiquement tous les pays, y compris la RDC en ce moment. Mais il y a quelque chose d'important qu'il faut dire au système des grands travaux. Il s'agit de la souveraineté. Il ne peut pas y avoir grands travaux sans souveraineté. C'est un non-sens. Parce que la souveraineté revient à dire ce que Daniel disait tout à l'heure, c'est-à-dire la décision politique, de dire que nous allons garantir ces travaux, nous allons garantir l'après-travaux. Et même si on n'est pas là, on va faire en sorte que ceux qui vont prendre le pouvoir vont continuer d'entretenir ces travaux et vont continuer à faire d'autres types de travaux. C'est ce qu'on fait ici, par exemple, les pays français, c'est ce que fait la Chine, c'est ce que fait tous les grands États. Il y a une continuité de l'État, même dans les travaux. Donc, tant que ces pays n'auront pas cette souveraineté, il est évident qu'il n'y aura pas réellement de grands travaux. Pourquoi il n'y aura pas réellement de grands travaux? Parce que à chaque fois qu'il y a un peu d'équilibre, il aura, avec la désorganisation et puis, on va dire, avec les conflits à répétition, les travaux qui ont eu jour sur 10 ans vont péricliter dans les années à venir. Puisque, quand il y a conflit et guerre, ça veut dire qu'il y a destruction. Donc, qu'est-ce qu'on casse la plupart du temps? On casse les grands travaux pour ne pas qu'il y ait circulation dans le pays, pour ne pas qu'il y ait commerce. Donc, on repart toujours à zéro. D'où la nécessité, quand il y a des grands travaux, de faire en sorte que tous les pays aux alentours qui sont concernés arrivent à travailler de concert et à mettre en place un système de sécurité basé sur l'armée pour pouvoir rendre viables ces travaux sur une longue période. Par exemple, on va dire 50 ans ou 100 ans si on est optimiste. Tant qu'on n'aura pas ce genre de stratégie de mise en place, il va être très difficile de faire des grands travaux qui on va dire, qui tiennent le coup et qui sont faits dans l'intérêt des populations. Parce qu'aujourd'hui, les grands travaux
par exemple dans le cas de la Côte d'Ivoire, les grands travaux ne sont pas faits dans l'intérêt de la population, ils sont faits dans l'intérêt de ceux qui ont aidé Alassane Ouattara à venir au pouvoir pour pouvoir mettre maintenant en place leurs entreprises pour pouvoir se payer. Parce que si on l'a mis au pouvoir avec des armes, il va falloir qu'il paye quelque part. Donc s'il n'arrive pas à payer, il va falloir qu'il donne des contrats à ces pays pour que ce pays arrive à se payer. Donc on se paye un peu sur la bête. Je pense que ce problème de financement est très important. Et aussi assez singulier par rapport justement aux pays qui sont dans le précaré français ou dans les anciens pays qui faisaient partie de la colonisation française. Parce que à partir du moment où vous avez une monnaie, un mécanisme qui est mis en place, et à travers ce mécanisme, on contrôle votre développement, il n'est pas évident de pouvoir prétendre un jour se dégager de tout cela pour pouvoir un jour fonctionner comme un pays normal, puisque à partir du moment où vous avez déjà vous êtes financé par l'aide au développement, après vous avez donc les coopérants, vous avez l'aide qui est liée en partie ou entièrement au fait de permettre à des entreprises extérieures, donc notamment françaises, d'être partie dans ces contrats. Donc comment pouvez-vous, comme tu l'as dit, même si vous créez des écoles d'ingénieurs, comment vous pouvez un jour espérer que vous allez bâtir un jour un pôle industriel dans lequel vous serez les seuls à pouvoir décider de ce qui est bien et profitable pour votre pays. C'est pas évident, donc c'est très très important. Je pense que c'est là même le nœud du problème. Mais Daniel, ce que tu es en train de dire est tellement important. Et puis pour répondre à la question de Pascal disait que les intellectuels, dans le cas ivoirien, mais c'est aussi valable dans le cas des autres pays africains, quelles sont tellement leurs initiatives pour que ça se passe. Mais on a deux personnes. On a Nicolas Agou, qui a parlé de la monnaie. C'est-à-dire que pour faire les grands travaux, il faut la monnaie. Parce que c'est ces planches à billets qui permettent, avec la Banque centrale, qui permettent de faire en sorte qu'il y ait des grands travaux avec des financements, on va dire, des financements nationaux. Et vous avez la deuxième personne, c'est moi, qui l'ai écrit pratiquement dans tous mes ouvrages, pour dire que si effectivement on veut s'en sortir, il va falloir créer cette monnaie. Au départ, ça partira peut-être d'un pays, mais après, il va falloir faire en sorte que tous les autres pays qui sont intéressés par ces projets entrent dans cette monnaie pour avoir des financements autonomes. C'est ce que fait par exemple la Chine. Elle se finance par rapport à sa propre monnaie. C'est ce que fait la Russie. Ses grands travaux, c'est pareil. C'est ce que fait l'Iran dans ses grands. Tous les pays qui ont des grands travaux à réaliser, ils ont des monnaies et ils ont une banque centrale. Ce qui leur permet d'éviter à la fois des contrats très pointueux, très compliqués qu'on n'arrive pas à dénouer, parce qu'au final, comme tu disais Daniel, tant que le financement vient de l'extérieur, mais c'est normal que les contrôles soient ficelés pour faire en sorte que ils vous disent écoutez, nous on amène les ingénieurs, 2, on amène les financements, 3, en ce qui concerne, on va dire, la mise en circulation et puis même les recettes, c'est nous qui contrôlons. Donc pour éviter tout ça, il faut mettre en place une monnaie qui va permettre réellement de financer à l'intérieur de la Banque centrale. Alors juste, on arrive, ça y est, à 1 heure de podcast, donc ça serait bien qu'on fasse la conclusion. Est-ce que vous avez comme on disait que c'était le goûter panafricain, donc là on va terminer avec le dessert.
Et le dessert, ça serait. Est-ce que vous avez des ouvrages ou des revues de presse ou des choses à conseiller à nos auditeurs ou à nos téléspectateurs, enfin aux personnes abonnées sur notre chaîne YouTube? Donc toi, Thibaut, Bon, ça serait ton donc, livre Bâtir la Côte au d'Ivoire. départ, donc je rappelle cette Et référence ok. du chèque. Je vous laisse les présenter. Ouais. Ouais. Puis, fondement économique et culturel d'un État fédéral d'Afrique noire. Et c'est d'autant plus important que les activistes panafricains citent rarement cet ouvrage. Le chèque Diop, on cite Nation, Nègre et Culture. Et ça, c'est en fait c'est un livre relativement mince, mais il n'y a pas d'équivalent dans toute l'œuvre de Cheikh Anta Diop en ce qui concerne le projet du panafricanisme. Et panafricanisme sur des bases scientifiques. Et pour moi, Cheikh Anta Diop est le père du panafricanisme scientifique. Okay. Alors que Nkrumah, je dirais, c'est le père du panafricanisme politique et qui mise plus sur l'action politique que sur l'action économique et scientifique. Et puis, on peut parler aussi du panafricanisme intellectuel avec Cheikh Anta Diop aussi. C'est lui qui a le plus contribué à l'unité de l'Afrique au niveau linguistique. C'est d'ailleurs ce qu'il reprend pour le projet panafricain d'un État fédéral. Donc, ok. Donc, pour conclure, je dirais que sur l'exemple du gouvernement, des autorités politiques d'Éthiopie, eh bien, les autorités politiques africaines doivent imposer des mesures pour que tous les travaux qui sont faits dans leur pays puissent avoir des retombées au niveau de la formation des cadres africains et au niveau des retombées économiques. Et imposer au moins qu'il y ait un pourcentage de main-d'œuvre locale dans les projets qui sont réalisés. Ça, c'est toujours possible, parce que c'est toujours possible de refuser, en tant que responsable politique, de refuser l'exploitation de quelque chose que a fait ce coup duré pendant longtemps. Il savait qu'il était assis sur les richesses, mais il n'a pas voulu exploiter tant que les conditions ne seront pas favorables au pays. Donc, les responsables politiques africains doivent refuser de signer des contrats qui n'ont pas de retombées au niveau de la formation et au niveau économique. Et nous devons leur répéter cela, pas seulement critiquer la longueur de leur durée au pouvoir, mais on doit critiquer aussi leur manière de gérer l'économie du pays. Et je trouve que la critique économique n'est pas suffisante de la part des activistes panafricains. Très bien. Et toi, Thibaut, tu voulais présenter ton livre? Voilà, donc j'ai deux ouvrages à présenter. Okay. Donc le premier, c'est celui-là, c'est Bâtir la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi, le titre est valable pour tous les autres pays, hein, c'est Bâtir l'Afrique, le cap de la Côte d'Ivoire, dans lequel je parle de ces grands travaux, où je dis que ces grands travaux, on doit mettre au défi non seulement nos ingénieurs, mais mettre aussi au défi nos constructeurs qui sont même dans les villages reculés, mais qui savent comment on réalise des travaux qui durent, qui ont une durée inimaginable. C'est-à-dire qu'on a des ingénieurs, on a des gens qui sont dans les villages reculés, mais qui sont très très bons, et qu'on peut aller voir, qu'on peut aller consulter pour que nous fassions des travaux qui sont non seulement viables, mais qui sont dans l'intérêt de nos populations. Le deuxième, c'est celui-là. C'est l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite. Donc, il y a un chapitre dans lequel je dis, par exemple, le positionnement de la femme et de l'homme africain face à l'autre. Et qu'est-ce que je dis dans ce positionnement? Je donne des solutions stratégiques pour dire qu'on ne peut jamais, au grand jamais, dire qu'on peut faire des grands travaux en confiant nos grands travaux à nos bourreaux. C'est pas possible. Pour une raison simple. Ça veut dire que ceux qui vous ont pris toutes les richesses ne peuvent pas du jour au lendemain venir vous financer, alors qu'ils n'ont pas encore remboursé les richesses qu'ils ont prises. Donc le but du jeu, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nous soyons nous-mêmes à la fois les financeurs de nos travaux. Deuxièmement, nous soyons nous-mêmes les ingénieurs de nos propres travaux. Mais une fois qu'on a maîtrisé tout ça, on peut maintenant et puis vérifier ces travaux.
que nous les vérifions nous-mêmes. Nous sommes en capacité de vérifier nous-mêmes ces travaux. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on peut éventuellement, dans le troisième cas, faire appel maintenant à, on va dire, un système où on fait appel à d'autres types d'ingénieurs, d'autres pays qui ont réalisé autre chose, mais toujours sur notre surveillance, sur notre coupe à nous, parce qu'on a la matière, on a le financement et on a l'ingénierie nécessaire pour faire ces grands travaux dont on a besoin. Toi, Daniel, pour finir? Alors, je voulais dire, j'ai un ouvrage là, mais j'ai juste pris quelques éléments dedans. J'ai pas envie de le mettre en avant plus que ça. Okay. Je voulais simplement dire que il faut, en matière de développement, il faut qu'il y ait des plans. Il faut prévoir. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas créer l'électricité sans avoir au bout l'utilité de l'électricité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord développer un tissu économique qui soit modeste ou pas. Ce n'est pas là la question, mais il faut que justement que cet apport d'énergie puisse permettre l'intégration des pays africains à l'économie intra-africaine. C'est très important. Et à partir de là, on pourra progressivement apporter ou importer des technologies qui viennent de l'extérieur. Donc, par exemple, en créant un barrage, un projet de barrage, on pourrait demander à ce que, justement, il y ait un apport de technologie. Donc, en apportant cette technologie, progressivement, votre niveau technologique, économique, technologique interne va progressivement s'élever. Mais si vous créez un barrage de 20 mégawatts et que au bout, toute cette électricité, elle va servir à quoi? Donc, vous voyez, donc il faut faire les choses progressivement, étape par étape. Ok. Bon, bah, Ça va dire. ok, bah, en tout cas, merci à toi. Merci à vous, merci à toi, Pascal, de nous avoir éclairé sur ces grands travaux. Merci à Thibaut d'avoir toujours rapporté son expertise, surtout en matière de la Côte d'Ivoire. Tu t'y connaissais beaucoup et tous les liens de tes livres sont dans la description de la vidéo. Je vais mettre aussi le lien pour le livre de Cheikh Anta Diop que tu nous as cité, Pascal. Et merci, Daniel, pour tes arguments qui ont toujours été très pertinents. En tout cas, on se voit très bientôt pour un prochain contenu. Pensez à vous abonner à la chaîne Goûter Panafricain. Pensez à commenter si vous voulez laisser vos avis sur notre débat. Si vous voulez aussi nous laisser aussi vos idées sur ce qui s'est passé sur les grands travaux en Afrique. Voilà, pensez aussi à partager le contenu. Le contenu est disponible sur YouTube et sur les plateformes de podcast, Google Podcast, SoundCloud et les autres. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tout le monde? Portez-vous bien. Et au revoir à tous. Merci encore à vous. Au revoir. Salut. Merci.